Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Un combat de chef en puissance est à l'origine de votre nom d'artiste. Une différence toutefois, leur aventure a duré 7 ou 14 ans, alors que vous demeurez dans la note depuis maintenant 50 ans. Bonjour François Valéry. Bonjour Jacques. Alors c'est une joie de vous retrouver à l'occasion de la sortie d'un nouvel album qu'on va évoquer tout à l'heure dans l'émission. Mais vous avez un parcours incroyable et ce parcours, il est digne des clés d'une vie avec des dates clés. Qui doit vous émouvoir en partie parce que vous êtes un personnage majeur du début de ma carrière. Oui, on va en parler justement. Voilà. Alors, le principe, c'est de parler de votre parcours à travers des dates clés. La première, j'en suis pas très sûr, mais elle est approximative. C'est le 15 octobre 73, la sortie de ce disque. Nous dormirons ensemble ce soir ou n'importe quel soir. Vous avez raison. Et puis c'est tout d'un certain Claude Lara qui n'est autre que François Valéry. Oui. Et vous avez interrogé avant Claude Lara même. Oui, mais absolument. Mais ça, on va en parler. Mais sur Claude Lara, pourquoi ce disque de Claude Lara? Comment c'est né? Et je me suis fait jeter un petit peu de partout. Hein. Oui. J'avais reçu un bon accueil que de votre part, mais ça m'a porté bonheur, la preuve. En fait, j'ai fait le coursier pour enregistrer un disque. Et bon, je me faisais un petit peu jeter de toutes les parties de la profession. Et je téléphone un jour, j'entends parler d'un certain Barkov, qui était l'attaché de presse de Mike Brandt. Et j'ai dit, je vais l'appeler, ce monsieur, je vais lui dire que j'aimerais bien le voir, qu'il écoute ma chanson. J'ai appelé Jean-Paul, il m'a dit, écoute, je suis avec Mike Brandt cet après-midi, passe à Europe 1, etc. Et je suis arrivé avec mon disque, et il était avec Mike Brandt. L'histoire est belle. Et Mike Brandt, il me dit bonjour, il parle un peu avec Barkov, et Mike prend le 45 tours, qui était pressé, il le met sur une platine. Et c'était ça. Et à la fin de la chanson, Mike dit à Barkov, la chanson, elle est peut-être pas terrible, mais lui, il a une belle voix. Et j'ai été pris comme ça. Pourquoi Claude Lara? Je sais pas. Je sais pas, c'est un mystère, mais je sais pas. Parce que j'ai repéré un certain Claude Lara, qui est auteur-compositeur, qui est à Planfoy, près de Saint-Étienne, qui fait des concerts régulièrement aujourd'hui. Eh ben, que Dieu lui porte chance aussi. Alors, il se trouve aussi que ce fameux Barkov, qui était un attaché de presse étonnant, il y a une anecdote extraordinaire. Le mot est faible. Pour lancer Stone et Chardin, c'était à RTL, il y avait des travaux d'échafaudage. Il a payé les peintres pour siffloter tout en peignant la façade, l'Aventura. Et à la fin, le directeur de l'antenne qui ne voulait pas entendre parler de disque, a dit, si les peintres fredonnent ce disque, c'est que ça doit, c'est que ça marche. C'est vrai ce que vous dites. C'est fou, hein. Et c'est comme ça que Stone et Chardin ont démarré. C'est vrai. Alors, la musique, ça a commencé pour vous, François Valéry, à 16 ans, quand votre mère vous a offert une guitare. Oui, c'était le départ, le déclic. Au départ, j'avais 14-15 ans, j'ai monté un petit groupe, Nord Express 57. Et puis, ma carrière a été déclenchée surtout quand Mike Brandt a pris le disque. Là, ça a changé ma vie totalement. Voilà. Mais pourquoi la guitare? Pourquoi votre mère vous a fait une guitare? Vous aviez envie de faire de la musique? Ah oui, j'aimais ça. Mais comme je disais un jour à Michel Platini, qui est mon idole de football, si j'avais fait du foot, tu n'aurais pas fait de carrière. Mais ça l'a fait beaucoup rire. Alors, il se trouve que effectivement, c'était une grosse dépense parce que votre mère a connu des temps difficiles après votre naissance à Oran, je crois. Oui, mais difficile, mais il y avait tellement d'amour que dans cette famille, je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. Et j'ai une mère qui était une reine de cœur. Et c'est toujours avec moi, je l'ai perdu, bien entendu, mais c'est marrant comme on peut aimer par-delà la mort, par-delà... Moi, je lui parle, des fois. Ça réveille ma femme de temps en temps, mais voilà, enfin, j'ai beaucoup de pudeur à parler de ça, Jacques. Oui, mais en même temps, il faut dire que vous êtes né à Oran en pleine guerre d'Algérie. Ça, complètement. Oui, vous avez raison, je vois vers quel chemin vous voulez me... Il se trouve qu'à l'époque, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait un service cinématographique qui existait, avec trois étudiants qui faisaient le service militaire, c'était Philippe de Broca, Jacques Cheguela et Philippe Labro, vous voyez, qui vivaient cet univers-là. Vous, c'était au départ une vie dans une villa, et puis après un appartement, parce que votre père
père est parti quand vous étiez très jeune. Oui. Ça a dû être très dur. Je me rendais pas compte, je m'en suis rendu compte après. Mais vous savez, j'avais 7 ans, moi, quand je suis parti d'Algérie. Mais j'ai quand même des images. Par exemple, le jour où on est parti, c'est gravé dans ma mémoire. Hein. C'est-à-dire Il a fallu partir. Comme tous les pieds noirs de l'époque. Ouais, et la voisine était arrivée en disant, Madame Jo, il faut partir maintenant parce qu'après ça va être... Et je revois beaucoup de choses qui sont passées en voyant les films d'Arcadie que j'adore. J'aime beaucoup Alexandre. Et oui, non, ça a été... Après coup, c'était pas facile. Oui, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué dans une chanson qui s'appelle Oran 62. C'est exact. Orange, juin 62, maman, c'est un grand taxi bleu, c'est chouette. Monique, laisse-moi ta place. Voilà, mais c'est cette chanson qui raconte votre départ d'Algérie. En même temps, vous êtes retrouvé ensuite dans un petit appartement parce que votre mère n'avait pas d'argent. Il y avait plein On d'enfants. était des gens très, très modestes. Et puis mes sœurs travaillaient aussi. Hein, donc il y avait la fratrie quoi, qui était unie. Oui, mais en plus, je crois qu'elle ne savait à peine lire et écrire. C'est exact. Comment ça se fait? Parce qu'elle était née dans une famille pauvre, quoi. C'est un personnage, ma mère. Oui. Mais vous l'avez connu, Jacques, non? Oui, je l'ai connu, Ouais, je l'ai vous l'avez connu. oui. Alors, vous arrivez effectivement dans la région parisienne. Je crois que vous avez fait un petit tour par Marseille, Toulon et ensuite Bois-Colombes. Et c'est exact. Pourquoi Bois-Colombes? Pourquoi vous êtes retrouvé à Bois-Colombes? Parce que ma sœur aînée était mariée avec un jeune militaire et on est venu les rejoindre quand ils étaient à Toulon. Avec un petit appartement. Vous savez que Bois-Colombes, à la fin du XIXe siècle, c'est devenu le premier lieu de villégiature des Parisiens et des résidences secondaires parce que le train arrivait à Bois-Colombes, ce qui était un événement. C'est exact. Alors vous, plutôt que les résidences secondaires, c'était un petit appartement, mais c'était surtout le stade pour le football. C'est exact. Ça me manquait beaucoup à Bois-Colombes. Depuis, il n'y a pas eu de stade, mais par contre, comme j'avais beaucoup d'amis là-bas, ne serait-ce que mes copains de mon âge, on s'est retourné vers le handball. Donc j'étais gardien de but au hand parce que l'équipe pour jouer au football, il fallait prendre le bus, le métro, etc. Mais le football vous a toujours passionné? Passionné tout le temps, oui. Vous auriez pu devenir joueur professionnel? Non, j'étais exagéré. Ah bah vous aviez un bon classement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, il faut être modeste là. Hein. Oui, mais en même temps, il fallait le faire. De faire du football, c'était une forme d'entretien physique en même temps. Une fois, je me pose la question, là, je me dis, mais qu'est-ce qui reste de tout ça? Il y a beaucoup de bonheur quand même. Oui. Beaucoup, beaucoup. Et des petits métiers aussi, car vous avez arrêté l'école assez vite. Oui, j'ai arrêté à... Écoutez, j'ai fait P6 à 16 ans et Michel Drucker à 18 ans. Oui, voilà mes diplômes. Vous avez été coursier, je crois, pour EDF, vous avez été employé de bureau, vous avez tout fait. Pas tout, c'est un bien grand mot, mais j'ai pas fait longtemps, vous savez. C'est vrai? Je vous ai dit, P6, Drucker. Alors, P6, oui, effectivement, avec une chanson, je crois, liée à une passion qui est Claude François. J'ai toujours admiré Claude François, c'est un immense artiste. Et puis j'ai toujours aimé aussi les chanteurs français, les chanteuses françaises. J'ai toujours eu les Sardou, les Eddie Mitchell, on a des monuments de musique. Et c'est dommage qu'on les mette pas trop en exergue. Je parle pas pour moi, parce que moi je suis encore un bébé. Oui, je démarre. Et à mon avis, vous avez une belle carrière devant vous. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je travaillais avec Philippe Bouvard à RTL Non-Stop, et il y avait une sorte de crochet à la fin de l'émission. Et un jour, vous débarquez sous le nom de Jean-Louis Mougeot, je prépare l'affiche, et vous arrivez sur scène, je m'en souviens très bien, avec des Claudettes. Non, j'avais pas de Claudette. C'est certainement vous qui me l'avez fourni. Oui. Vous avez dû profiter d'un moment de mettre des danseuses pour vous faire plaisir. Et c'était votre première radio? Oui, oui, j'avais 16 ans. Et vous chantiez Claude François à l'époque? Non, j'ai chanté une chanson de Michel Sardou, oui, mais... qui s'appelait « Restera-t-il encore ?» Restera-t-il encore, absolument. Mais vous avez aussi, à l'époque, vous faisiez des balles en chantant Claude François de Johnny? Oui, j'ai toujours aimé la chanson française. Et ces petits balles vous permettaient en plus d'arrondir les fins de mois? On peut pas dire ça comme ça, c'était moins que professionnel quand même. Et je crois que c'est ce jour-là, je me souviens très bien, le fameux Barkov était pas loin dans le studio de RTL et vous a repéré aussi. Ah bon, ça oui. Je savais pas. Si, il m'a dit celui-là, je le connais. C'était un personnage,
Barkov. C'était un personnage extraordinaire aussi. Ouais, hein. Alors, il se trouve que Claude François, vous l'avez rencontré beaucoup plus tard, quelques années après. Oui, attendez, je remonte le fil de ma mémoire. Oui. Et vous l'avez rencontré. Il était étonné, d'ailleurs, il trouvait qu'il y avait une ressemblance avec lui, ce côté Non, blanc. Claude François, moi je l'ai peu connu, hein, on va pas se mentir, mais il était très intrigué de... C'est-à-dire que quand j'avais 19 ans, j'en paraissais 14 ou 15, quoi. Voilà. Donc je faisais très très jeune. Et puis, je me suis retrouvé à l'été 74. Tout ça, mais Mike Brandt a été un détonateur quand même. Oui. Parce que Mike était une superstar à l'époque. Et à partir du moment où Mike Brandt disait qu'il a une bonne voix, etc., Mike était installé depuis pas mal d'années. Donc, je lui dois toujours quelque chose à Mike. Oui, et vous devez aussi beaucoup de choses à vos chansons, à tout ce que vous avez fait, parce que ça compte, et on va en reparler avec une autre date que vous n'avez pas oubliée, le 23 juin 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec François Valéry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Valéry, un nouvel album, le répertoire qu'on va évoquer tout à l'heure, mais on en revient sur ce parcours qui a débuté à Oran, avant votre passage à Paris, vos débuts sous le nom de Claude Lara, et puis le 23 juin 1974, votre première télévision. Déjà Michel Drucker dans Sport en fête, qui était un peu la relève de Télédimanche de Raymond Marcillac, mélange de sport. C'était présenté par Pierre Cangioni. Oui, mais Drucker était le producteur de l'émission. Oui, tout à fait. Et Cangioni présentait le sport et il y avait des chansons. Et ce jour-là, c'est votre première télévision avec cette chanson. Une chanson d'été que je retrouve l'année d'après. Ça a été un des succès de la vie. Comment est née cette chanson d'été ? Elle est née avec Jean-Max Rivière, qui est un très très grand auteur. Oui, qui a écrit notamment pour Brigitte Bardot, La Madrague. Oui, qui est un immense auteur. Il avait fait les couplets et on cherchait un refrain. Et j'ai fait le refrain d'une chanson d'été en allant chercher le pain à la boulangerie. C'est vrai, Oui, vraiment. Et ça a été un succès, ça a été votre premier succès. Oui, ça a été un gros succès, oui. Ça en a vendu pas loin de 600 000 exemplaires. Pour l'époque, c'était énorme. Alors, dans cette émission de télévision, il y avait Juste Fontaine qui chantait, ça dépend du capitaine. Il y avait François Mitterrand qui félicitait le champion de France de cyclisme, Georges Talbourdet, en différé de Château-Chinon. Ça, je m'en souviens pas. Voilà. Et vous étiez là, vous aussi. Et d'ailleurs, si vous appelez François Valéry, quelle est la raison ? Parce que j'ai tout entendu. Oh là là. La raison, elle est que Barkov et Jean-Max Rivière, ils ont demandé à une voyante de me trouver un nom en faisant bouger une table. Cette personne, vous avez dû la connaître, mon cher Jacques, c'était la secrétaire de Marcel Amont, qu'on appelait Turlututu. Exactement. Ça nous rappelle des souvenirs. Voilà. Et ils ont tapé sur la table A, B, C, D, E, F, après R, et c'est sorti François Valéry. Et il y a un journaliste, je pense que je me trompe pas, que vous avez dû connaître également, qui s'appelait, qui était à François ou au Parisien, Yvon Samuel ou pas non. Yvan, non. Je sais plus, un journaliste, oui. Enfin bon, bref. Oui. Et Barkov a dit à Jean-Max Rivière, écoute, on va dire que c'est le chanteur qui fait l'unanimité, mais c'était surtout un journaliste. Mais Philippe de Nussac, un truc comme ça. Patrice de Nussac. Patrice de Nussac. Oui, et en même temps, il se trouve qu'à ce moment-là, c'était la guerre François Mitterrand-Valéry Giscard d'Estaing pour l'élection présidentielle. C'est exact. Donc on peut imaginer que ça venait de là. Non, mais c'est un truc de journaliste, ça. D'accord. Mais la vérité, c'est la table qui a bougé. Qui a bougé. Ouais. Votre premier gala, c'était à Bruy-en-Artois, je crois. C'est exact. Et il y avait une affaire de triste mémoire. Oui, c'était l'histoire du notaire qui était accusé d'avoir assassiné une jeune fille. Et je me souviens, le concert s'était bien passé quand même, mais ça me faisait tout drôle, quoi. Alors, les concerts, au début, c'est des premières parties. Je les ai pas fait longtemps, Jacques, en fait. Ça a duré la première année. Et après, j'étais en gala tout seul, après. Oui, mais la première année, il y avait Stone et Chardenne. Oui. C'était fascinant. Stone et Chardenne, j'ai travaillé aussi avec monsieur Alain Barrière. Oui. C'était pas rien à l'époque. Et qui était pas facile, toujours. Oui. Moi non plus, alors donc, ça en a fait bon ménage. Et puis, il y avait Annie Cordy. Oui, ben là, c'était... Annie Cordy qui était en pleine bonne du curé, non ?
C'était cette époque-là. Et oui. Et chanson qu'il avait complètement relancée, parce que quand on voit la carrière d'Annie Cordy... J'ai fait une chanson pour Annie Cordy, Oui, qui s'appelle Le Tour de sa vie. voilà. Quand on fait le tour de sa vie, dans le miroir entre bleu et gris, on se dit c'est drôle, comme le temps passe vite. C'est, voilà. Elle a eu une carrière incroyable parce qu'elle a démarré au Lido comme danseuse. Ouais. Elle a eu du succès dans les années 50. Elle a eu ensuite le succès dans l'opérette avec Luis Mariano. Et puis ensuite la chanson La bonne du curé. La Bonne du Curé, qui a été un triomphe. Vous avez fait aussi une tournée avec Mireille Mathieu à la demande de Johnny Stark. C'est exact. On y avait en première partie Patrick Sébastien, Oui. Qui l'imitait. Michel Jonas. Moi, c'est un beau casting, et Mireille Mathieu. Et comment c'est arrivé? Ça, c'est Johnny Stark qui Oui, vous... c'est Johnny qui m'avait proposé de faire la tournée avec Mireille, et c'était formidable. C'était en 76. J'étais déjà un petit peu connu, et on faisait des triomphes. Michel Jonas faisait des triomphes. Sébastien, c'était monstrueux ce qu'il faisait. C'était extraordinaire, le succès de Patrick Sébastien. Voilà, c'est des bons. Pour refaire aujourd'hui ça, ce serait difficile. Voilà. Mais Mireille Mathieu a démarré, elle aussi, dans ce qu'était avant le sport en fête, les dimanches, avec le jeu de la chance. Et il se trouve que ce jour-là, Johnny Stark est devant sa télé. Il a immédiatement compris, il a pris sa voiture, il est allé immédiatement lui dire « Je veux travailler avec vous ». Et ce qui est étonnant, c'est que 3 jours plus tôt, elle devait passer le même concours au palmarès des chansons et ça a été annulé. Sinon, elle n'aurait peut-être pas fait la carrière qu'elle a faite. Ouais, tout est... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est Claude Lelouch qui dit ça, il a raison. Il a raison. Alors, le premier succès, c'était une chanson d'été, mais il y en a eu d'autres, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson en se disant c'est pour la vie. Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson. Encore un succès. Encore un succès. Avec des slows, c'était encore à la mode des slows à Oui. l'époque. Ça, c'est une chanson que j'avais composée avec Claude Lemel, qui a été un gros succès. Et la première fois que j'allais en soirée, j'étais invité chez Maxime. Et je sais plus qui est-ce qui m'accompagnait. C'était un copain ou une fille, je me rappelle plus. Non, c'était Jacqueline Cartier, voilà. La journaliste de France Soir, Ouais. rédactrice en chef des spectacles. Et on avait été justement chez Maxime. Et quand je rentre, j'entends qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson au violon par un des musiciens de chez Maxime. Ça m'a fait une drôle d'impression. Oui, il y avait une petite scène au fond. Et vous savez, là, Jacques, Jacques, vous êtes en train de feuilleter les plus belles pages de ma vie, là. Hein. ah mais ce sont des pages extraordinaires. Ah ouais, ouais. Mais ce qui est étonnant avec vous, François Valéry, c'est que vous n'avez jamais pris le moindre cours de musique. Toutes les mélodies sont nées à l'instinct. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment ça se fait? Écoutez, j'ai pas grand-chose. J'ai pas la beauté d'Alain Delon. J'ai pas, mais voilà. Parce que les mélodies, c'est pas simple. D'ailleurs, on manque de mélodies aujourd'hui. Un mélodiste, c'est pas si courant. C'est le scénariste qui parle, là. Oui, non mais c'est vrai. Les mélodies qu'on retient à la radio ou qu'on entend chez Maxime, il y en a plus beaucoup. Non. Ça vient comme ça chez vous directement? Oh, je suis pas le seul, Jacques. Vous savez, il y a beaucoup de mélodistes. Il y a de monsieur Laurent Voulzy qui est un immense mélodiste. Goldman aussi, c'est un mélodiste. Il y a beaucoup de gens comme ça, quoi. Je suis pas unique, hein. Non, mais vous avez quand même bien oui, travaillé. c'est vrai que quand on fait le bilan, bon, c'est pas mal. Voilà. Alors surtout au début, ce qui est très curieux, François Valéry, c'est qu'en 3 ans, vous avez fait 3 maisons de disques. Vous êtes passé d'une maison de disques à l'autre, avec notamment un passage chez Orlando, le Oui. frère de Dalida. Oui. À chaque fois, vous changiez de boutique de producteur. C'était les contrats qui valaient cher. Ouais. C'était comme les joueurs de football. Voilà. Et vous avez connu Dalida, pour qui vous avez écrit une chanson. Oui, Lina Morata, oui. Voilà. Là aussi, C'était une amie, Dalida. Je l'aimais beaucoup, cette femme. on devinait son mal de vivre ou non? Ben, elle cachait pas mal les choses, hein. Enfin, moi, je m'en suis pas remis, hein. Non, mais personne ne s'y attendait. Ben, personne. Ce qui était étonnant, je ne sais pas si vous l'avez vécu, c'est quand elle s'engueulait avec son frère, il s'engueulait en italien pour que personne ne comprenne. Ouais, c'est vrai. Il faut le saluer, Orlando, parce qu'il il tient bien les rênes, il fait du bon boulot pour Dalida. Moi, je suis content de ce qu'il fait. Vraiment. Voilà. En tout cas, grâce à eux, vous avez appris votre métier, car vous êtes devenu l'éditeur de vos chansons. Très vite, vous avez compris la mécanique de tout ça. J'ai compris qu'il fallait que je me produise si je voulais gagner plus d'argent. Voilà. Mais c'est un véritable métier. Il faut se construire un réseau. Il faut connaître les mécaniques.
Ben oui, mais il m'a fallu 10 ans pour... au bout de 10 ans, j'ai compris le système, quoi. Oui, en même temps, vous avez appris sur le terrain d'une profession qui était encore artisanale. Oui, qui est une belle époque, c'était une belle époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros groupes qui vous dictaient des lois. Ah non. Puis personne... c'était plus comme maintenant, ça n'a plus rien à voir. Moi, j'allais dans ma maison de disques, je prenais pas de rendez-vous, je rentrais dans le bureau du PDG, on buvait du champagne, enfin voilà, quoi. Je suis nostalgique, oui, je suis nostalgique, bien sûr. Il faut l'être, mais en même temps penser à l'avenir. Mais on va quand même continuer à revenir sur le passé à travers une date qui vous concerne indirectement, le 9 novembre 2003. A tout de suite sur Sud Radio avec François Valéry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, François Valéry, 50 ans de carrière et un nouvel album, le répertoire qu'on va évoquer. Et puis une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, le 9 novembre 2003, Standing Ovation, un album dont vous êtes le compositeur. Standing Ovation, c'est né à cause de la Coupe du Monde de rugby, oui, je crois. Oui, c'est une commande de la Fédération française de rugby. L'attention de M. Bernard Lapassé, qui était le président, et Bernard Laporte. Et j'avais écrit ça, Standing Ovation, pour 4 filles superbes. Et on avait fait un clip, et c'était très sympathique. Alors, il se trouve que c'était la Coupe du Monde 2003. Tout à fait. Et il se trouve que Sud Radio, c'est la station du rugby. Donc oui, ça je sais. On est très attentif. La France a été demi-finaliste, 4e, après avoir été battue par l'équipe de Nouvelle-Zélande pour la petite finale, et d'abord par l'Angleterre en demi-finale. C'est exact. Vous qui aimez le football, vous suivez aussi le rugby ? On m'a demandé aussi, non mais il y avait quand même du lourd. Hein. On avait une belle équipe. Hein. On a toujours une belle équipe, le 15 de France. Les gens aiment le 15. Alors, il se trouve que ce soit dans le sport ou dans la chanson, vous avez toujours voulu passer d'un sujet à un autre, d'un thème à un autre, d'une activité à une autre. C'est une de vos caractéristiques, François Valéry. J'aime pas faire toujours la même chose, quoi. Et puis je suis quelqu'un de... J'aime bien être libre pour la création, j'aime pas... Là, par exemple, sur le dernier album, je sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est très hétéroclite, c'est très large, quoi. On va en parler, mais surtout, moi, ce qui me fascine, c'est que vous êtes passé de la chanson et, par exemple, à la musique de film ou la musique de série. Par exemple, cet air chanté par Corinne Hermès. L'amour est artiste, il fait l'acteur avec nos rires, metteur en scène. C'est une des premières séries de télévision, oui. Les Grandes Marées. Les Grandes Marées. L'amour est artiste, chanté par Corinne Hermès, qui est un joli succès. La musique a bien marché aussi, là. Voilà. Elle avait gagné le concours Eurovision de la chanson en 83 avec Si la vie est un cadeau, où elle représentait le Luxembourg. Elle a fait une jolie carrière derrière qui continue. C'est vrai que les séries, quand vous êtes arrivé comme compositeur de musique, il n'y en a pas beaucoup à la télévision, des compositeurs qui travaillaient dans ce secteur. Moi, j'ai toujours aimé la musique de film. Toujours. Et j'ai été gâté parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais tout ce que j'ai fait, ça a marché. Oui, comment c'est arrivé la première fois ? La première fois, c'était Jean Sagol, c'était sur les Grandes Marées. Les Grandes Marées, oui. Et là, mais je dis plus tard à Jean Sagol, parce que j'avais appris un petit peu mon métier de compositeur de film, et je l'ai appris aussi avec un certain Jacques Pessis et Didier Van Coveler, parce que là, on a fait très fort. Avec les filles du Lido, ouais. Je sais. Ouais. Je me souviens, quand on se téléphonait pour les ventes de disques, je voyais des yeux d'enfant. On avait fait un gros carton. 3e des ventes au top 50, le premier jour de la diffusion. Oui, et Jean-Claude Narcy, qui présentait le journal, avait salué la performance en disant « La musique, elle est 3e des ventes », ce qui n'a plus été fait. Depuis longtemps. Alors il se trouve que les Grandes Marées, ça avait inauguré un cycle. Pendant des années, la télévision ne faisait pas de séries d'été parce qu'il n'y avait pas de téléspectateurs. Et là, ils ont lancé des séries d'été qui ont fait un carton. Et c'est vrai que ça a changé la vie des téléspectateurs et de la télévision. Complètement. Et là, ça a été pour vous une ouverture. Oui, parce je me suis beaucoup investi. Hein. Je me suis beaucoup investi dans les musiques, notamment dans les filles du Lido, parce qu'il y avait matière, il y avait quand même un casting hors norme. Il y avait quand même Madame Annie Girardot, Lynn Renaud, Georges Chakiris, Francis Huster, Alexandra Kazan. Comment on travaille une musique de film ? Une musique de film, j'ai toujours ma définition, moi.
La musique de film doit être un acteur du film. C'est-à-dire que je vais vous donner un tuyau. Vous avez une scène. Vous avez 2 scènes différentes. Avec un personnage qui marche dans la rue avec un pistolet. D'accord ? Soit vous en faites un assassin, musicalement, vous l'habillez, soit vous en faites un type bien. Mais tout ça, ça vient de l'au-delà presque. C'est pas. C'est instinctif. C'est instinctif. Et une musique de film, il faut voir toutes les images pour bâtir la musique. Moi, ça a toujours été. Pour moi, c'est une régalade, hein, la musique de film. Je suis capable de faire je suis capable d'en faire 10 par jour. Hein. Donc, c'est inexplicable, Jacques. Alors, ce qui est étonnant, c'est effectivement, vous avez fait des chansons pour vous, des musiques de films, mais aussi beaucoup de chansons pour les autres. Emmène-moi danser ce soir. Michel Thor, c'était un énorme succès. Voilà. Patrick Fiori, c'est vous qui l'avez découvert. Oui. C'est arrivé comment, ça? Eh bien, France Télévisions m'avait demandé de faire... Marie-France Brière m'appelle un jour, elle me dit « François, écoute, on voudrait envoyer la Corse à l'Eurovision, comme on sait que t'aimes beaucoup la Corse. Si tu nous fais la chanson dans la nuit, on l'envoie, et si elle est bonne, on l'envoie. » Alors tout le monde connaît ma passion pour la Corse, et donc j'ai fait Mama Corsica dans la nuit. Et mon attaché de presse de l'époque, Denis Goise, avait, comment dirais-je, dans l'œil déjà, ce jeune Patrick, avec une voix magnifique, et donc il a été pris, il n'y a pas eu de discussion. C'était lui et pas un autre. Et il a fait une belle carrière depuis. Et voilà. Et on a oublié qu'il a été 4e à l'Eurovision avec cette chanson. Voilà. Ce qui, pour aujourd'hui, est une performance. Oui, c'est exact. Parce qu'on n'a pas gagné quand même depuis un certain temps. Alors, l'inspiration, elle vient à tout moment, à n'importe quel moment de la journée, ça peut arriver. Et c'est vrai que ça vous est souvent arrivé. C'est mon truc. C'est plus mon truc, la musique de film, que les chansons que je fais pour moi, ou pour les autres. En même temps, il y a une chanson qui a aussi marqué votre carrière, un duo avec une jeune actrice. Qui démarre. Do you know something? C'est moi qui pose les questions. I am expecting. C'est Pierre Delanoë. Chanson écrite par Pierre Delanoë et duo avec Sophie Marceau qui a été un immense succès, je crois. Ah oui, 600 000 exemplaires. Plus que ça. Encore. Ça a été un gros succès au Japon. Mais ça, c'est pas de ma faute parce qu'elle était très connue. On a fait l'Italie, ça a été un très gros carton. Et comment s'est née cette idée? Parce qu'elle débutait, Sophie Marceau. Oui, alors, comment ça s'est fait? À l'époque, Paris Match voulait faire un reportage sur le chanteur à la mode et j'ai été choisi. Et la comédienne à la mode, la jeune qui démarrait, quoi. Et Paris Match nous a envoyé en Grèce faire un reportage de 10 pages, très sympa. Donc nous voilà partis en Grèce et la veille de partir, je dis Sophie, ça serait sympa si tu chantes. Elle me dit comme une casserole. Je dis mais ça c'est pas grave. Bref, tout le monde est rentré à Paris, on s'est téléphoné, j'ai composé le Dream in Blue, elle l'a eu et ça fait un carton redoutable. Il faut savoir qu'elle sortait de La Boum, qui avait été un immense succès. Alors d'abord, La Boum, elle est arrivée par hasard parce que elle venait à la place d'une copine. Ensuite, quand La Boum est sortie, on ne le sait pas assez, les 3 premiers jours, le film a été un échec total. Personne venait, on songeait la retirer de l'affiche, et le week-end, tout a démarré, ça n'a plus jamais arrêté. C'est exact. C'est fou, hein? Mais elle s'est bien rattrapée depuis. Hein. Voilà. Mais en même temps, ça a été un déclic dans sa carrière pour aller plus loin, cette chanson. Oui, c'est exact. Enfin, en tout cas, ça lui a pas fait de mal parce que les ventes ont été importantes. Alors, il y a aussi une date que vous n'avez pas oubliée dans votre vie, François Valéry. C'est le 7 mai 1984, votre premier Olympia. Ah oui. Vous y étiez? Oui. Il y avait tout le gouvernement qui était au premier et deuxième rang. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'incident parce qu'il n'y avait plus de gouvernement, là. Et pourquoi? Pourquoi tout ce monde-là? Ben parce que je faisais un concert, le premier concert caritatif. Pour le Variety Club. Pour le Variety Club. C'était un truc qui me tenait à cœur et j'offrais mes 10 ans de carrière au Variety Club. Voilà. Et c'est vrai que cet Olympia, c'est un Olympia qui a marqué votre vie. Oui, parce que ça a été une folie. Ça a été... La rue Comartin était bouchée. Enfin, il y avait une ferveur populaire autour de ça. C'était énorme, quoi.
Vous étiez surpris par toute cette ferveur, cette carrière. Vous n'auriez jamais songé à l'époque, François Valéry. Vous avez raison. Mais je me pose des questions encore. Hein. Ah bon? Ouais, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? En tout cas, vous avez fait. Il y a une chanson qui s'appelle « Serais-je plus heureux aujourd'hui ?» Elle parle... On va en parler tout à l'heure, justement. Mais cette époque-là, c'était une folie totale. C'est-à-dire que vous étiez poursuivi par les admiratrices. Ah non, mais la rue Commertin, c'était bouché de chez bouché, quoi. Il y avait 2000 personnes qui sortaient de l'Olympia, il y en avait 2000 dehors. Ça a été quelque chose de très important. Et ça, c'est dur quelquefois à vivre, non? Écoutez-moi, si on me fait pas une piqûre avant de rentrer, je rentre pas sur scène, tellement j'avais peur. Ah bon, à ce point-là? Ouais. Pourquoi? J'avais le trac de voir tous ces gens, toutes ces personnalités. Il y avait toutes les chanteuses françaises, Nicoletta, Michel Thor, Mireille Mathieu, enfin il y avait tout le monde. Il y avait les 3/4 du gouvernement. Il y avait... Comme c'était un truc caritatif, donc... mais c'était un événement. Hein. Un événement. Et l'Olympia, ensuite vous avez fait beaucoup de tournées, mais c'est sans doute la soirée qui vous a le plus marqué. Oui, parce que c'était l'Olympia à mon époque, Jacques. C'était quelque chose d'important. C'est pas comme maintenant, où ils sortent un disque ou deux et puis ils font l'Olympia le lendemain. Voilà. Moi, à mon époque, j'ai fait l'Olympia 10 ans après. J'avais vendu 15 ou 16 millions de singles quand même. Oui, un détail. C'est gros. Alors, il y a une chanson aussi qui a marqué votre carrière, qui est moi une de mes chansons préférées, c'est celle-ci. Laisse tomber si elle te fait poireauter sous la pluie. Laisse tomber si elle t'appelle mon chéri. Laisse tomber si elle aime trop l'or et l'argent. Laisse tomber si elle te fait tous ses plans. Cette chanson aussi est très particulière. C'est pas le même rythme que les autres chansons. C'est un clin d'œil. Mais vous voyez, ça fait partie des chansons qui sont pas restées, mais qui ont vendu du disque à l'époque. Ça, c'est un truc qui s'est vendu à 220 ou 250 000 exemplaires. C'est pas Elle danse Marie ou Aimons-nous vivants, mais dans le compte des disques vendus, ça compte quand même. Et pourquoi c'est un clin d'œil? Parce que Laisse tomber les nanas, etc. J'avais écrit ça avec Didier Barbelivien. À l'époque, vous étiez aussi poursuivi par la presse qu'on n'appelait pas encore People, en permanence. Oui. Vous pouviez pas être même tranquille. maintenant, hein. On vous suit encore. Oui. Alors, il se trouve que Laisse tomber aussi, ça me fait penser à tous les ennuis que vous avez eus. Et à chaque fois, vous n'avez jamais laissé tomber. On a dit tout, et le contraire sur vous. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a dit tout dans les articles. Après, vous avez été innocenté de tout, mais on n'a jamais vu un rectificatif dans la presse. Oui, mais ça, c'est le b.a.-ba du truc. C'est-à-dire qu'on vous salit bien. Et puis après... Mais là, je suis blindé, là, depuis des années. Parce qu'on vous a tout fait et vous avez résisté à tout. Ben, écoutez, j'ai la peau dure, il faut croire. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas eu envie qu'on démente tout ça, que les vérités soient rétablies. Mais ça sert à rien, Jacques, parce que ça me coûte plus cher d'avocat que qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais pourquoi on a tapé sur vous? On a tapé sur moi parce que j'ai été jeune, j'ai été beau, j'ai été riche et que ça faisait chier tout le monde. Et que j'avais des amis, des gens comme vous qui m'appréciaient. Voilà, c'est un ensemble de tout ça. Et résultat, vous êtes toujours là, vous continuez à avancer. C'est un immense plaisir, il faut que les auditeurs le sachent. Voilà. Et vous savez, Pierre Lazarev disait, une information et sans démenti, ça fait 2 informations. Voilà. Mais là, on va en prendre une seule, c'est la date du 20 septembre 2024. Et on va en parler dans quelques instants sur Sud Radio avec François Valéry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité François Valéry. On a parlé de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, 50 ans qui ont passé. Et là, vous revenez le 20 septembre 2024 avec un nouvel album dont le titre est celui de la chanson qui ouvre le CD. Je t'ai pas sorti du répertoire. J'ai pas mis fin à notre histoire. Pas eu la force de t'oublier, ni même d'en avoir eu l'idée. Le répertoire, une nouvelle chanson, la voix n'a pas changé. Hein. Merci, Jacques. Alors, il se trouve que c'est votre retour avec un album, ce qui n'était pas le cas depuis des années et des années. Depuis pas loin d'une dizaine d'années. Et pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait pas d'inspiration majeure. Alors, on a été témoin de certaines choses, mais j'ai dû faire des trucs. Je me rappelle plus, mais j'ai dû faire, dans cette période, j'ai dû faire un ou deux trucs qui a marché. J'ai tellement composé. J'ai écrit 400 chansons. Donc, la SACEM s'est répertoriée, je crois. Oui. Vous êtes 400 chansons parmi les 12 millions de titres déclarés aujourd'hui à la SACEM. Oui. Mais c'est quand même 400 ouais. chansons. Alors, ce répertoire, l'idée est née comment?
C'est toujours pareil, c'est de l'envie de donner sa vision de la vie, parce que bon, vous avez cité mon âge tout à l'heure, mais en fait, c'est une envie d'écrire, une envie de se dépasser même, parce que le répertoire, j'ai mis 3 mois pour l'écrire quand même. Pourquoi ? Parce que je voulais que ce soit... Il y avait un pari sur le répertoire. Et le pari, c'était que la personne qui... On ne sait pas si c'est une femme qui est morte, on ne sait pas si c'est un mec qui est mort, on ne sait pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que les idées viennent à chaque fois. Voilà, donc il faut... Je voulais pas dévoiler, c'était pas quelqu'un qui pleure la mort de quelqu'un. Je voulais que ce soit... que chacun le prenne à son propre compte. Alors, cet album, c'est un retour. Vous avez pris la décision, voici quelques mois, de refaire un album. C'était une décision aussi liée à vos 50 ans de carrière, parce que vous avez 50 ans. Oui, c'est vrai. Vous pensiez que ça durerait aussi longtemps quand vous avez débuté ? Vous savez, les artistes, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis au milieu, on en est toujours à la même conclusion. On traverse la vie entre ceux qui vous aiment, ceux qui s'en foutent et ceux qui en ont rien à cirer, quoi. Mais en même temps, quand vous faites le recul sur ce parcours, vous êtes surpris aussi ? J'ai certainement loupé des trucs. Vous en avez fait d'autres ? Oui, mais bon. Alors, dans ce nouvel album, il y a des tas de chansons, et il y en a une qui, pour moi, correspond au chanteur que vous êtes, c'est Populaire. La rue veut des chansons. Populaire, qui font planer à l'unisson. Accroche ton cœur à un air, sans chercher d'où il vient. Ça, c'est encore du François Valéry pur et dur. Pur sucre. Voilà. Et vous êtes un chanteur populaire et vous le revendiquez ? Oui, complètement, je le revendique. Ça fait des années que je le revendique. Voilà. Pourquoi cette chanson populaire, justement ? Parce que c'est venu avec la mélodie. Et mon ami Claude Lemel est venu en renfort, et nous avons écrit le texte ensemble. La chanson populaire, elle a souvent été décriée, François Valéry. Oui, mais en même temps, c'est peine perdue, quoi. Hein, parce que la chanson populaire, moi, quand j'ai des titres, ce qui m'étonne le plus, c'est que je dois avoir 3-4 titres assez marquants de ma carrière. Je veux dire, Elle danse Marie, Mon nous vivant, Emmanuel, c'est des chansons qui sont restées, quoi. Il Oui. n'y a pas un karaoké qui ne les passe pas. Et en même temps, ça vous surprend quand vous entendez que Oui, dans la je rue... suis toujours surpris des bonnes choses, moi. Mais il se trouve que c'est effectivement ces chansons, ce sont des mélodies, on en parlait tout à l'heure, et aujourd'hui, quand on parle dans les maisons de disques, on vous parle du son plutôt que des mélodies. Ça vous énerve parfois ? Non, moi, rien ne m'énerve, Jacques. Je traverse ma vie comme ça. Je me sens beaucoup mieux qu'avant. J'ai vécu quand même dans le stress pas mal. Hein. Oui, ben, là, vous en profitez, vous savourez chaque instant. Là, je savoure. Alors, en plus, cet album, vous l'avez produit, on le trouve sur Internet, Oui, et vous pouvez l'envoyer dédicacé. oui. C'est comme... Oui. C'est ma femme qui s'occupe de tout ça, du business. Voilà. Et donc, on commande l'album et vous dédicacez Oui, un oui. peu comme un auteur qui dédicace un livre. Voilà. C'est Moi- rare ce genre de choses. Mais oui, mais bon. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'envie de faire un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire. Moi, je pense à Alain Delon qui détestait le monde d'aujourd'hui, et il se trouve que Alain Delon, il vous a quand même décoré. Oui, moi je l'aimais beaucoup, Alain. Mais je crois qu'il m'aimait beaucoup aussi. Et il m'a décoré de la médaille des Arts et Lettres. Comment c'est venu ça ? Pourquoi lui ? C'est toujours le phénomène de rencontre. J'avais connu Alain dans des circonstances chez des amis en Suisse, etc. Bon, c'est pas intéressant. Et rentrant à Paris, on se téléphone, etc. Et un jour, je suis dans un truc de vidéo et je montais mon clip. Non, je ne regrette rien. C'était pour le Casino de Paris en 98. Et le ministre de la Culture m'avait décerné Les Arts et Lettres. les Arts et Lettres. Mais moi, j'ai laissé tomber.
Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faudrait quand même que tu fasses quelque chose, qu'on te remette cette médaille. Et je dis, tiens, ben Alain, tu tombes bien. Si je te demandais de venir me décorer des arts et lettres, il m'a dit, mais oui, mais il n'y a aucun problème, au contraire, ça me fait plaisir. Et c'est comme ça que c'est. Moi, je ne connais pas d'homme plus fidèle qu'Alain Delon. On n'a pas besoin de signer un contrat avec lui. Quand il vous a serré la main, c'est OK. Ouais, j'avais Voilà, j'ai été très peiné pour ça. Mais bon, il est immortel, quoi, quelque part. Je regardais hier Le Tonnerre de Dieu avec Jean Gabin, mon Dieu, mais c'était extraordinaire, ces films. Alors, à propos de films, il y a dans ce nouvel album une reprise d'une chanson d'un film qui a été un immense succès. Autour d'elle, on avait fait le vide. Emmanuel se déchaînait splendide. Un film et une chanson qui a été un immense succès. Non, c'était pas un film. Le film, c'était Bachelet qui l'a fait. Absolument. Ma chanson Emmanuel, c'était une chanson un petit peu différente. Mais cette chanson a été un immense succès et dédiée, je crois, à Marie-Hélène Breillat, qui est une comédienne. C'est possible, oui. C'est possible. C'est une amie à moi. Oui, qui vit aujourd'hui, je crois, entre l'Inde et l'Égypte, qui ne fait plus le cinéma. Et vous aviez dédié cette chanson à Marie-Hélène, j'ai retrouvé ça dans une interview. C'est possible. Et ça aussi, c'était un immense succès. 800 000 singles. Et en Allemagne, en Italie, au Japon. Ouais, énorme. Et là, comment était venue l'idée aussi? J'étais chez ma mère, parce que moi, j'ai toujours une guitare quelque part. Oui. Et je vais déjeuner chez ma mère et j'avais une guitare dans le salon. Et j'ai pris la guitare et je me suis amusé à faire quelques accords. Et puis j'ai commencé. J'ai dit, oh, c'est pas mal ça. Et après, Emmanuel comme un soleil, c'est venu. Directement. C'est venu directement. Alors, quand on pense au film d'Emmanuel, qui n'a pas de rapport, je le sais, avec la chanson, il y a aussi un autre film, et deux films qui ont sorti, c'est Joy et Joy and Johan, et là aussi, la composition, c'est François Valéry. Oui, ça fait le tour du monde. C'est né comment, ça aussi? Ben Joy, alors ça a été une commande aussi. Ça a été une commande de Jean-Pierre Imbroris. Je pense que ça va vous parler. Oui. Oui, en fait, Jean-Pierre Imbroris était le directeur de Radio Monte-Carlo. Oui. Et dans son bureau, après avoir fait son travail quotidien, il écrivait Joy sous un pseudonyme. Oui, Joy Loret. Joy Loret, et j'ai assisté donc à l'écriture tous les jours de ce livre. Et c'est vrai que c'est devenu un film à succès. Et oui, alors, le premier a été un succès. Le deuxième, Joy and Johan, avec Brigitte Lahaye, que je salue si elle m'entend. Elle nous écoute tous les jours. Voilà. Oui. Elle passe juste après nous sur Sud Radio. Bon. Et c'est vrai que ça a été aussi un succès. Ah oui, les deux. Hein. Les deux. Et là aussi, c'est des musiques. C'est plus compliqué de faire des musiques pour... Moi, je voulais, pour Joy, lui donner un parfum musical. Ça a été réussi d'ailleurs, parce que ils ont vendu le film dans le monde entier. Hein. Ils ont envoyé la musique. Mais oui, ça a été un gros succès. Et dans cet album, donc le répertoire, il y a aussi la reprise d'une autre chanson qui a été un succès, mais dont la composition mérite quelques explications. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. Pourquoi reprendre cette chanson? Pourquoi? Parce que tout le monde la reprend. C'est vrai? Oui, il y a un phénomène autour de cette chanson qui est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Et voilà, bon. Donc moi j'avais demandé, justement avec les trucs d'internet, j'avais demandé aux fans quelles sont vos 3 chansons préférées ou 4 chansons. Alors ils ont voté pour Emmanuel, Elle danse mariée, Aimons-nous vivants. Et après il y en a d'autres, mais les 4 premières, c'est celles que je viens de vous citer. Et je trouve que cette chanson, je crois, est née au lendemain d'un enterrement. Oui, je ne me souviens plus de qui, mais un ami à vous, et vous avez eu envie d'écrire cette chanson. Oui. C'est assez bizarre. Hein? C'est assez étonnant. Oui, parce que je me disais... je me souviens, par contre, comment j'ai fait cette chanson. J'étais à Neuilly-Rue-de-Chézy et je sais... C'est venu comme ça d'un coup, toujours avec la guitare. Je me dis, mais il faut mourir pour que les gens nous trouvent... c'est un déclic. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. C'était plié. Alors, vous avez toujours composé sans vous poser de questions, mais dans cet album, vous posez une question
Serais-je plus heureux aujourd'hui? Et c'est François Valéry qui le chante. Serais-je plus heureux aujourd'hui? Si. Serais-je plus heureux aujourd'hui si j'avais su toujours dire oui, toujours dire au système amen, amen. Si je n'avais pas tout claqué, si un jour j'avais tout plaqué. Question existentielle avec Claude Lemel que vous vous posez. Oui, Claude qui est un auteur merveilleux, qui est un ami aussi de 50 ans. Et je lui ai demandé de venir sur cet album en invité d'honneur. Et la réponse à serais-je plus heureux aujourd'hui si vous n'avez pas fait ce métier-là? Et oui, vous avez tout résumé. Vous vous interrogez encore aujourd'hui? On s'interroge toujours. Vous savez, plus le temps passe, plus on tourne les pages de notre vie tous les jours. On essaye de relire celles qui sont... Moi, je suis un peu nostalgique, hein, et je le revendique. Et vous l'assumez sans problème. Alors maintenant, cet album est sorti, le répertoire, il y a une série de tournées. Oui, mais moi, des concerts, j'en fais toute l'année, moi. J'ai pas... Moi, je suis très à l'ancienne, quoi. Hein. Je bosse par des séries de... Ah oui, par exemple, je chante au Canet, Oui. à la Palestre, la salle de la Palestre à Cannes. Oui. Et vous avez toute une série de concerts jusqu'à la fin de Le l'année. 8, attendez, on me dit le 8 novembre. Le 8 novembre, voilà. La date est retenue. Mais c'est vrai que vous n'arrêtez pas de donner les concerts, d'être partout à la fois. J'aime bien... Je pourrais pas... Je suis pas le genre de chanteur qui disait je vais faire 15 jours ou 3 semaines de trucs, après Non, moi je prends du bon temps avec. Oui, comme chanter ou faire des musiques de film. Non, mais j'ai la chance d'être demandé entre guillemets quand même. Oui, c'est toujours sympa, quoi. Et l'avenir, François Valéry? L'avenir, j'ai envie de faire de la musique de film. Oui. De préparer encore un nouvel album. Nouvel album, voilà. Et puis de refaire des grandes scènes, car le public est toujours là. Oui, c'est vrai. C'est des enfants. Ils ont plus de 15 ans. Oui, mais les enfants, il y a les enfants et les petits-enfants. Oui. C'est assez curieux. D'ailleurs, regardez, le phénomène Sardou, c'est extraordinaire. Oui. Qui est un immense artiste, Michel. Mais moi, je connais des adolescentes autour de moi qui connaissent vos chansons par cœur. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en arrivant à Sud Radio. Eh ben, en tout cas, c'est un album, le répertoire que les plus anciens comme les plus jeunes le redécouvriront. Et puis, bon courage pour continuer ces concerts et surtout ne changez rien, continuez à être inspiré pour faire de vraies mélodies et profiter de la vie. Merci Jacques. Merci François. Je vous embrasse très fort et je vous aime, mais ça vous le savez depuis 50 ans. Et on ne les fait pas et on continue comme ça et on vous aime aussi. Merci François Valéry, les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.